Eh ben, merci beaucoup à tous d'être là, ceux qui sont en visio que je ne vois pas, mais je les remercie. Merci au CRDE de l'invitation. Je suis effectivement très contente de pouvoir rentrer dans votre campus et pouvoir vous rencontrer. Donc, voilà, ça va être super. Après la, la présentation, vous aurez peut-être une meilleure idée aussi de comment on peut interagir ensemble. Je remercie également la FRAID d'avoir fait le relais et l'aspect d'avoir communiqué sur cette présentation. Alors, l'écologie du feu, vaste mot, qui sous-entend pas mal de choses. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les approches que j'ai eues qui répondent à cette problématique-là. Alors d'abord, pourquoi le feu? En fait, le feu, il a lieu partout dans le monde. Il a lieu à toutes les altitudes, toutes les latitudes, et il n'y a pas un écosystème qui n'a pas connu le feu, y compris des écosystèmes septentrionaux ou des écosystèmes avec très peu de fumée. Donc ça, c'est une vue de 2020. Vous imaginez ce qui peut se passer sur plusieurs millénaires, voire sur plusieurs millions d'années. Et donc, le feu, c'est un événement qui arrive dans les écosystèmes et qui est extrêmement structurant. Il y a évidemment comme première approche du feu le fait qu'il va agir directement sur le bilan carbone, puisqu'il va produire un dégazage de carbone immédiat, mais il va également agir sur les autres nutriments du sol. Il va structurer le paysage et il va notamment créer soit de l'hétérogénéité, soit de l'homogénéité. Il va agir directement sur la biodiversité et la productivité végétale à différentes échelles temporelles. Et sur des millions d'années, il va avoir un effet très important sur l'évolution de traits des espèces et il va mettre donc du coup une pression d'évolution sur ces espèces. Et dès la première diapo, enfin la deuxième, ah, ok. Je vous introduis tout de suite le fait que quand on parle du feu, généralement on le voit comme un bloc, alors qu'en fait le feu c'est beaucoup de paramètres. Et dans les paramètres qui sont hyper importants à considérer, il y a l'intensité et la fréquence. Et là, vous avez deux exemples de feux. Alors, c'est des feux qui ont lieu aux États-Unis. Ici, c'est un feu qui a eu lieu dans une prairie, donc d'herbe basse. Et on voit que du coup, ça va vraiment lécher toute la végétation. C'est ce qui s'appelle des feux de faible intensité, parce qu'ils ne montent pas très fort en température. Par contre, ils arrivent très régulièrement dans le système. À l'inverse, on a des feux ici dans une végétation de Pancontorda où on voit que les flammes montent beaucoup plus haut, ils sont beaucoup plus forts, ils produisent beaucoup plus de calories et donc ils sont considérés de forte intensité, mais par contre, ils sont de faible fréquence. Et ces deux types de feux vont avoir des phénomènes structurants complètement différents. Qu'est-ce qui fait qu'on a des feux de faible ou de forte intensité? En fait, évidemment, le climat, parce que ça va jouer sur la capacité du combustible à pouvoir répondre à l'émission et à la propagation du feu. Les humains qui vont soit supprimer les feux, soit directement mettre le feu à certaines végétations, soit évidemment les feux, on va dire, incontrôlés, qu'ils soient naturels ou accidentels. Le paysage, puisque en fonction de la pente, en fonction des zones plus ou moins humides, le feu ne va pas passer de la même manière. La structure de la végétation qui va être primordiale. Alors, quand on entend structure, c'est une structure verticale. Donc, c'est comment les branches basses, les buissons, les bois morts sont organisés dans le paysage pour que le passage du feu puisse se faire ou pas. Et enfin, les animaux, puisque les animaux vont directement impacter le fuel disponible, donc le combustible disponible. Donc, on voit ici, par exemple, un champ pâturé de bovins où donc, la réduction du fuel par leur action fait que le feu ne passe pas exactement de la même manière que sur la première diapo que je vous ai montré où c'est beaucoup plus linéaire. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, comme l'a dit Régis, c'est les conséquences sur les écosystèmes, alors particulièrement les écosystèmes végétaux. Et pour ça, c'est important de se rendre compte qu'il y a différentes échelles spatiales et temporelles et qu'en fonction de l'échelle dans laquelle on va se placer, on ne va pas du tout regarder les mêmes choses. Donc, soit on regarde à l'échelle d'un individu, et dans ces cas-là, on va regarder la réponse immédiate après le feu, notamment sa mortalité, son pourcentage de pieds brûlés ou ce genre de choses-là. Soit on va se mettre à un niveau qui est plus saisonnier ou annuel, et dans ces cas-là, on va commencer à pouvoir regarder des flux de nutriments, la combustion de biomasse, et dans ces cas-là, on va devoir se mettre à un niveau qui est plus de la communauté, de l'assemblage ou du peuplement. Et dans ces cas-là, ce qui va jouer du côté de la végétation, ça va commencer à être justement le climat, le vent, le sol, etc. Soit on se met à une échelle beaucoup plus large,
Et dans ces cas-là, on peut aller estimer le régime de feu. Et donc, ça demande une temporalité et une spatialité beaucoup plus importantes, puisqu'on va pouvoir aller voir la régénération, des cycles biochimiques, des adaptations d'espèces. Et d'un autre côté, on va devoir connaître à l'échelle paysagère, puisque du coup, on va devoir aller plus cibler les décompositions, les échelles hétérogènes de paysages, le stock restant, etc. Et donc, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est les différentes approches spatiales et temporelles que j'ai pu approcher pour essayer d'intégrer un peu ces différents aspects du feu. Donc, le régime de feu, il se fait généralement sur le temps long. Donc, il veut dire qu'on va chercher des carottes sédimentaires, souvent dans les lacs. Donc, quand on en récupère une, on est hyper content. Et après, on étudie pendant super longtemps. Donc, un exemple en Corse, où on a eu un site qui était situé donc, dans les montagnes corses, dans une pinède de Pin-la-Riccio, où on a eu 18 000 ans d'histoire. Donc, ce qui est intéressant quand on a cette temporalité-là, c'est qu'on peut voir à la fois des effets climatiques et à la fois les établissements de la végétation et du feu. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut regarder finalement à partir de quand commence vraiment le régime de feu et comment ça peut être conjoint à la végétation ou pas. Et là, on se rend compte que dès qu'on a un début de végétation arborée, en fait, on a un régime de feu. Et ça, c'est assez courant en Méditerranée, puisque le climat n'est pas limitant pour le feu, il est toujours plutôt favorable au feu. Et donc, ce qui va être vraiment limitant dans les systèmes méditerranéens, c'est le combustible. Et donc là, on voit que dès qu'on a du combustible, on a du feu. Et après, on voit qu'on a cette mise en place du régime de feu qui va se mettre dans un équilibre dynamique et qui va avoir des variations naturelles en fonction de la végétation qui, elle, reste à peu près tout le temps en place. Et quand on va chercher des indices particuliers, notamment la richesse ou le remplacement d'espèces, et là, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout défavorable à la richesse, puisqu'on a une diversité alpha qui reste très haute pendant les régimes de feu qui s'établissent, et on n'a pas de taux de remplacement d'espèces important pendant ces régimes-là. Ce qui veut dire que finalement, les espèces, elles s'adaptent au feu, à ces passages, et que le feu va généralement créer des trouées qui vont être favorables à de nouveaux habitats et qui va permettre la suite de la régénération du système de manière assez simple. Ce qu'on peut voir sur cette image, par contre, c'est vraiment la dernière période ici, alors qui est donc très petite puisque l'échelle temporelle est grande, mais on voit un effondrement du régime de feu, une augmentation très forte du Pin-la-Ridge, parce que ça a été un moment où justement il y a eu une forte politique de suppression des feux et de la plantation favorisée de Pin-la-Ridge. Et on peut voir que ça, par contre, ça agit très fortement sur la diversité, puisqu'on homogénéise le milieu, et que du coup, le turnover, forcément, s'en ressent. Et si cette fois-ci, on enlève la dimension temporelle et qu'on regarde plutôt sur la gamme réalisée dans l'écosystème de ces fréquences de feu, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à aller regarder des hypothèses de fonctionnement de l'écosystème. Alors, cette hypothèse, elle est assez âgée maintenant, mais on peut savoir si, justement, dans la gamme réalisée, on a cette fréquence qui est assez connue de quand il n'y a pas beaucoup de feu, finalement, la richesse est faible parce qu'on a des espèces plutôt compétitrices. Quand on augmente le feu, on crée de l'habitat, on crée des trouées, donc on augmente la richesse du paysage. Et à l'inverse, quand on augmente la fréquence de feu, on dépasse le cycle biologique des espèces. Et donc, on a des espèces qui, elles, sont extrêmement adaptées à la perturbation, qui sont très résilientes. Et du coup, on baisse la richesse. Et c'est quelque chose qu'on a pu commencer à voir sur le site Corse, justement, où sur la gamme des fréquences qu'on pouvait enregistrer, on voyait effectivement un petit peu ce pattern qui se dégageait. Alors, il est significatif. Le R est faible, mais il est significatif. Alors, pardon, du coup. Pour aller un petit peu plus loin avec ce site Corse, j'ai fait une modélisation du paysage avec des passages de feu différenciés. Et donc, c'est le modèle qui est utilisé beaucoup en Espagne, qui s'appelle LAS, qui a la particularité d'être très bon en combustible et en passage de propagation des feux. Et ce qui était intéressant sur ce site Corse, c'est que finalement, on voit la répartition de la végétation telle qu'on l'a vu précédemment sur le graphique, avec donc le pin laricheux qui est plutôt anticorrélé avec la richesse, du fait de cette diminution très forte de richesse dans l'actuel. Et donc j'ai testé plusieurs scénarios de paysage, donc d'hétérogénéité ou d'homogénéité du paysage, de sévérité du feu et de surface brûlée. Et ce qui a été montré sur cette étude-là, c'est que finalement,
c'est le paysage qui va expliquer majoritairement les répartitions des végétations et que c'est ce système en mosaïque paysagère qui est connu en Méditerranée qui va finalement être structurant et qui va permettre cet équilibre dynamique entre la fréquence de feu et la diversité de la végétation. À l'inverse, on voit que la richesse, elle va pas être très liée à la sévérité du feu et que finalement, le pain laricio, il n'est pas associé à de la richesse très forte parce qu'une fois qu'il est établi en forêt mature, bah, finalement, il laisse peu de place en sous-bois, il laisse peu de trouées et que si on enlève cette perturbation qui recrée des trouées, et ben on enlève cette capacité de diversité de végétation. Sur un autre site qu'on a récemment fait avec ma thésarde Cécile Latapi, on voit, donc là, cette fois-ci, on est en Fresne de Marseille, dans la Fresne de Pau, donc au niveau de l'étang des zones ici, ici j'ai l'étang d'Air, un petit peu. Cette fois-ci, on a donc un régime de feu qui a 7000 ans, donc là on voit qu'on a, pareil, mise en place du régime de feu dès 7000 ans, on a un régime qui est très stable pendant plusieurs milliers d'années. Et puis, on a un changement assez drastique et du fioul et du régime de feu, qui correspond à peu près à l'implantation des Romains et à l'activité du Moyen-Âge, puisqu'à ce moment-là, le système est un peu rebooté. On change un petit peu le paysage, on met des cultures, on supprime des feux, ou on en met en place avec le pastoralisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même justement cette relation qu'on a entre donc, la richesse. La raréfaction, c'est de la richesse transformée pour les données paléo. Donc, on retrouve vraiment ce même pattern et on le retrouve également sur l'hétérogénéité du paysage, ce qui n'était pas montré jusqu'à présent et du coup qui est assez évident. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ces données-là, elles sont vraies uniquement si on enlève des données palynologiques des activités directement liées à l'homme. C'est-à-dire que là, on voit que c'est une réponse qui est dans la, entre guillemets, naturalité du système, et que si on ajoute par contre des activités humaines, donc c'est-à-dire les cultures d'oliviers, les cultures de vignes, les ripisylves avec les constructions de canaux, et bien là, cette fois-ci, on n'a plus du tout cette relation. Donc en fait, cette relation, elle n'existe que dans des systèmes, effectivement, qui sont, entre guillemets, en évolution libre. Langage forestier actuel, pour dire, on laisse un système perdurer. Alors ça, c'était des sites assez particuliers. Maintenant, si on se met à une échelle un petit peu plus globale et qu'on essaie de regarder ce qui se passe finalement à l'échelle humaine, j'aime bien cette photo parce que les gens me prennent vraiment pour une pyromane d'être si heureuse que les choses ont cramé. Mais en fait, c'est vachement important. Et que du coup, on se remet dans le système d'un bilan carbone, justement. Et qu'est-ce qui peut se passer avec un feu? Avec un feu, on a de l'émission de carbone. Et on a du stock de carbone qui va du coup être diminué, puisque au moment du feu, la végétation peut plus tellement stocker de carbone. Dans les systèmes particulièrement herbacés, on sait qu'il y a beaucoup de carbone qui est stocké dans les systèmes racinaires, et que du coup, le stock de carbone, il va être principalement dans les sols. Ce qui est intéressant avec une approche plus long terme, c'est que finalement, on peut tester différentes hypothèses. On peut regarder si on a un changement de fréquence, si on a un changement de quantité de biomasse brûlée, ou si on a un changement d'intensité du feu. Finalement, qu'est-ce qui va se passer comme conséquence principale sur les écosystèmes? Et on peut donc supposer qu'on puisse avoir plutôt du turnover d'espèces, avec notamment du changement de système racinaire, qui va donc stocker moins de carbone. On peut imaginer qu'on ait une résilience complète, parce que le feu ne va pas impacter très fortement le système et que les systèmes herbacés repoussent quasiment annuellement. Ou alors, on peut imaginer qu'on a brûlé également du sol, et dans ces cas-là, qu'on a diminué le stock directement de carbone qui était prévu dans les sols. Et donc, sur le cycle du carbone, en fait, ça va vraiment changer la donne, puisque d'un côté, on peut avoir un stock qui n'est pas beaucoup changé, ou alors qui va émettre différent en termes de stockage de carbone, et donc du coup, qui va être plutôt favorable à une augmentation de carbone atmosphérique. On peut avoir quelque chose qui est absolument pas changé puisque ça résilie et que finalement sur un bilan pluriannuel ça change pas grand chose. Ou alors on peut s'imaginer qu'avec la dépression du sol on augmente très fortement la capacité d'augmenter le carbone dans l'atmosphère. Et du coup je me suis intéressée à des systèmes différenciés entre les systèmes forestiers et les systèmes non forestiers puisque les réponses sont pas du tout les mêmes quand on considère les deux.
Et donc, c'est un travail que j'ai fait à l'échelle mondiale. Donc ici, vous avez tous les enregistrements qui existent paléo pour lesquels on a des histoires de feux reconstruites. Donc, on a pas mal dans le monde, même si c'est des zones blanches. Et les points rouges ici, c'est les points qui correspondent particulièrement au biome non forestier. Et on se rend compte que finalement, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a 93% des sites qui sont plutôt dans les zones forestières. D'abord parce que c'est plus facile, ensuite parce que c'est des endroits où on a plutôt des archives accessibles, et surtout parce que définir des systèmes non forestiers, en fait, c'est compliqué. On n'est jamais trop d'accord. On ne sait pas à partir de combien de pourcentage d'arborée on peut considérer un site forestier ou non forestier. Et donc, c'est toujours un peu compliqué de savoir finalement dans quelle partie on se situe. Pour autant, les écosystèmes non forestiers ils représentent 80% de l'activité du feu dans le monde. Donc c'est quand même très important d'essayer de quantifier un petit peu mieux ce qui se passe en non forestier. Et ce qu'on peut voir sur cette image, c'est que finalement, sur 12 000 ans, donc 12 000 ans, ça représente le moment où le climat va commencer à se réchauffer, les végétations telles qu'on les connaît aujourd'hui ont commencé à s'établir, et donc on peut avoir une idée finalement de la dynamique qui s'est mise en place sur l'ère qu'on connaît actuellement. Et en fait, on voit que les systèmes forestiers, ils augmentent au début puisqu'on a un établissement de la végétation, donc un établissement du combustible, donc du feu. Et puis, ils ont une très forte augmentation à partir de 6 000 ans, donc qui correspond à plein d'activités différentes naturelles ou anthropiques. Et on voit qu'à l'actuel, ils commencent à diminuer. Et jusqu'à maintenant, les synthèses globales, elles disaient, tout va bien, on diminue les feux, on diminue l'empreinte carbone, donc c'est super, donc on peut être serein, les feux sont plus tellement un problème, à part certaines zones particulières, ça va bien. Sauf que quand on regarde sur les systèmes non arborés, on a un début qui est à peu près similaire aux forêts. Par contre, on voit que ce système-là n'augmente pas tellement à partir de 6 000 ans, contrairement au système forestier, mais qu'il accuse une énorme augmentation à l'actuel et qu'au final, ce qui se passait dans les systèmes forestiers, c'est basculer dans les systèmes non forestiers. Et donc là, la question, c'est finalement, en quoi ça peut être important pour les émissions de carbone. Et quand on regarde un petit peu plus précisément par biome, voilà, j'ai découpé, bon, ça c'est vraiment des biomes de grassement qui ont été établis sur plusieurs classifications. En fait, on se rend compte qu'il y a des systèmes qui ont toujours brûlé de la même manière, et donc finalement qui ne contribuent pas tant que ça au bilan carbone actuel, puisqu'ils ont toujours brûlé, sont toujours revenus, continuent à brûler, et ils ont un bilan plus ou moins neutre. Et donc les systèmes tropicaux qui sont souvent très pointés du doigt comme les systèmes qui brûlent énormément, finalement ne contribuent, alors non forestiers, finalement ne contribuent pas tellement à l'augmentation de carbone dans l'atmosphère. Par contre, on a des systèmes qui, eux, ont commencé à brûler et puis qui commencent à accuser une augmentation assez forte à l'actuel et qui, eux, par contre, peuvent commencer à être contributeurs assez massifs du bilan carbone qui se rejette dans l'atmosphère. Et quand on sait que les intensités de feu sont importantes, c'est important maintenant d'essayer de comprendre mieux quelles sont les intensités dans ces sites-là, est-ce qu'ils ont changé et est-ce que dans un processus d'augmentation du carbone, ces augmentations-là, elles dépassent les valeurs naturelles qui ont été connues au cours du temps. Et donc ça, c'est un travail que je continue à mener en parallèle des autres choses que je vais vous montrer. Maintenant, ce qui peut être aussi intéressant, ce que je vous ai dit, c'est d'aller regarder l'impact direct des feux sur les systèmes, que ce soit du sol ou de la végétation, en faisant notamment une partie d'expérimental. Et donc l'idée, c'est notamment d'aller regarder, à part le carbone, qu'est-ce qui se passe sur les nutriments et comment l'action sur les nutriments, ça peut générer des résiliences différentes de végétation ou des changements de composition d'espèces pour un même site. Donc, pour refixer un petit peu les choses, les nutriments, ils viennent de deux sources différentes, soit une source atmosphérique, soit de la roche-mère, par décomposition, et puis ils se transforment en oxyde, puis en ion, et puis deviennent disponibles pour la végétation. Quand on a un feu dans un écosystème, ce qui va se passer, c'est que donc le feu va volatiliser un certain nombre de nutriments par la chaleur de flamme, et puis, il va avoir des processus érosifs associés au feu, puisque le couvert retient moins le sol, parce qu'il y a des vents, parce qu'il y a des processus taxonomiques divers qui font que
on a une partie qui va être arrachée du système par érosion. Et d'un autre côté, on va avoir le bois qui a brûlé, qui lui va pouvoir partir en décomposition et finalement remettre un certain nombre d'éléments de nouveau disponibles pour la végétation. Donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe finalement entre ces différentes choses et quel est l'impact sur la régénération du système. Et donc ça, c'est une étude que j'ai faite dans le Colorado, dans un site à Pointe-Concordat. C'est un petit bassin versant, mais en limite de répartition de ce pin. Et c'est un pin qui est très regardé par les forestiers parce qu'il a une haute valeur économique. Donc ça, là, c'était vraiment une question très fortement adressée par eux. Et donc, de la même manière, on a reconstitué l'histoire des feux. Et donc là, on avait 6 millions d'histoires. Et ce site était particulièrement intéressant parce qu'on avait des temps par échantillon de 4 ans. Ça veut dire qu'on pouvait vraiment voir finement ce qui se passait après chaque événement feu à une échelle de 4 ans d'intervalle, ce qui arrive quasiment jamais. J'ai jamais vu de site comme ça par celui-là. Et ce qu'on a fait particulièrement, c'est que on a, alors je pourrais répondre à vos questions après, j'ai pas détaillé la méthode, mais on a défini des feux en faible et forte intensité, notamment à partir de propriétés magnétiques. Et donc on a pu se dire, voilà, il y a un certain nombre de feux qui ont plutôt une faible intensité, il y a un certain nombre de feux qui ont plutôt une forte intensité. Donc les points rouges forte intensité et les points bleus faible intensité. Et finalement, la question aussi était de savoir, si on regarde tous les feux, est-ce qu'on a une réponse? Si on regarde les feux de forte intensité versus faible intensité, est-ce qu'on a une autre réponse? Et donc pour ça, on a fait un certain nombre d'analyses élémentaires. Donc là, je vous montre le carbone, mais on l'a fait sur tout un spectre élémentaire d'une quinzaine d'éléments, où finalement, à chaque fois qu'on avait un feu, on a regardé ce qui se passait avant et après le feu. L'intérêt sur des séquences aussi longues, c'est qu'on a une répétition d'événements. Et donc, on peut superposer les réponses. On peut se dire, voilà, on a 20 feux de forte intensité. Donc, on va superposer tous les feux de forte intensité et on va regarder systématiquement ce qui se passe avant-après. Et on fait la même chose avec les feux de faible intensité. Oui. Carbone du sol, carbone du charbon. Alors, oui, pardon. Alors, les pourcentages de carbone qui sont exprimés là, c'est les carbones bien sédiments. Voilà. Et donc, du coup, ils représentent ce qui se passe dans les sols et ce qui est associé à la production de carbone qui est posée dans les sédiments. Donc, c'est censé être représentatif que du bassin versant. Et du coup, pour faire ce pourcentage-là, on regarde la productivité du lac et on la retire au carbone total. Voilà. Et donc, ce qu'on a pu montrer sur cette étude-là, c'est d'abord qu'on a une forte diminution du carbone et de l'azote à chaque fois qu'on a des feux. Et donc, au plus on a de feux, au plus on a une diminution marquée de carbone et d'azote. Ça, c'était quelque chose qui était assez attendu puisque c'est les premiers éléments qui volatilisent. Et ils volatilisent à des températures très faibles. Donc, on était à peu près sûr d'avoir ces résultats-là. Par contre, ce qui était plus intéressant, c'est que sur l'ensemble d'autres éléments qui ont été testés, on avait une réponse qui était complètement différente si on regardait les feux de faible et de forte intensité, et on n'avait pas de réponse si on regardait l'ensemble des feux. Alors, si on détaille un petit peu, du coup, le trait rouge là, c'est l'événement feu. Donc, c'est la superposition de tous les feux. Ce qui se passe avant, c'est donc à chaque fois qu'il y a eu une itération de feu, on a regardé quelle était la quantité, par exemple ici, de calcium, le feu, qu'est-ce qui se passe après feu, et après, en combien de temps ça revient à la valeur avant feu. Quand on a une augmentation dans ces systèmes-là, c'est qu'en fait, on a eu une érosion de ces éléments puisqu'on les capte dans le lac. Donc, ça veut dire qu'ils ont été arrachés au système. Quand on a une diminution, à l'inverse, ça veut dire qu'ils ont été retirés avant d'être enregistrés. Donc, ça veut dire qu'ils ont été volatilisés avant d'arriver dans le système. D'accord ? Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le calcium, le potassium, l'aluminium, le phosphore qui marquent tous une augmentation après le feu significative. Ça veut dire que tous ont été associés à une érosion qui s'est produite après feu, qui est notamment marquée avec le titane, et que cette érosion après feu, elle dure à peu près 30 ans, avant de revenir à une valeur comme était connue avant la perturbation de feu.
À l'inverse, le soufre, lui, a une volatilisation. Et ce qui était intéressant, c'est du tout de se dire, bah, on connaît les températures de volatilisation du soufre et du calcium, donc on sait que le feu était compris entre 475 degrés et 1050. Donc du coup, on a aussi une idée un petit peu de ce qui s'est passé en termes de température. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, si les feux ont une récurrence inférieure à 30 ans, eh ben, on ne va pas laisser le temps au système de reconstituer son pool, et donc on risque d'avoir des déplétions de nutriments suffisamment importantes pour que la régénération ne puisse pas se faire sur des forêts de pins. Ici, ce n'était pas le cas, on avait une végétation qui était extrêmement stable, et effectivement, on avait des régimes de feu qui étaient au-delà de 30 ans, et donc ça laissait le temps au pool nutritif de se remettre en place, ça laissait le temps à la végétation de recoloniser, et donc on avait un maintien de l'écosystème. Quand on regarde cette fois-ci les faibles intensités de feu, et ben on se rend compte que ça ne marque jamais significativement le système, ce qui veut dire qu'eux n'ont pas une action suffisante pour vraiment aller impacter ce pool nutritif dans les sols. Ensuite, je me suis intéressée, alors c'est des travaux de thèse qui datent un petit peu, qui ont finalement été publiés et qui vont clore toute ma thèse, donc on est content, à justement cet aspect érosif là. Donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit. On a une forêt qui est constituée, on a un feu, on a une diminution du couvert, et dans des systèmes où on sait qu'il y a des épisodes assez importants de précipitation, par exemple la Méditerranée, on peut avoir soit une remise en place du système assez rapide et du coup l'érosion est contrôlée par le fait que la végétation revienne très rapidement recoloniser le milieu, soit finalement que ces pluies elles arrivent avant que le système puisse se reconstituer et donc on a une érosion assez importante du système. Et ça, on peut le faire de différentes manières, notamment via la granulométrie. On peut avoir une idée des intensités des perturbations de précipitations qui sont arrivées. On peut regarder du coup les charbons comme je vous ai montré pour avoir une idée des fréquences de feu. On peut avoir une estimation du couvert arboré, notamment par les pollens, mais ici particulièrement par les macrorestes de plantes, donc c'est plus précis, plus locaux. Et donc on peut regarder finalement ce qui se passe quand on regarde tous ces éléments entre eux et comment est-ce que le couvert arboré peut être lié au charbon et donc au feu, et puis peut être lié aux précipitations. Et ce qu'on a pu montrer avec cette étude, je vous passe les diagrammes pas très faciles à lire, c'est que finalement, la fréquence de feu, elle influençait beaucoup plus les régimes d'érosion que la sévérité du feu ou le couvert arboré. Et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas comme résultat, parce que ça veut dire que finalement, quelle que soit la variation du couvert arboré, sachant que c'est un milieu qui a connu à la fois des végétations très buissonnantes et à la fois des végétations vraiment de forêt, et ben ça changeait pas les processus érosifs du milieu. Donc au final, c'était pas ça qui était la clé pour comprendre les processus érosifs, c'était vraiment la fréquence des feux. Et donc cette fréquence des feux, elle allait beaucoup jouer sur les facteurs érosifs du milieu. Ça, c'était assez intéressant de mentionner. Une fois qu'on a fait ce bilan et qu'on s'est dit, OK, on a regardé les nutriments, on a regardé comment ça pouvait être impacté par les sols, bah, finalement, la liaison directe, c'est d'aller jusqu'au trait des plantes. Parce qu'on se dit, bah, s'il y a des nutriments, du coup, les allocations de ressources sont pas les mêmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur les processus fonctionnels de la végétation? Alors, on sait qu'il y a des traits qui sont très adaptés au feu, on les connaît, donc il y a la résistance, qui est souvent sur l'écorce, mais pas que. La sérotinie, donc là, c'est carrément des espèces qui ont besoin du feu pour pouvoir se reproduire sexuellement. Les rejets de souche ou des levées de dormance ou de repousse post-feu, qui sont des processus assez connus dans les traits d'adaptation au feu. Ce qui m'a intéressé moi, c'est plutôt d'aller chercher les traits d'allocation aux ressources. Parce que finalement, il y a tout un tas de panels d'espèces qui n'ont pas de traits très marqués de résistance au feu, qui connaissent quand même des feux. Et finalement, est-ce que ce changement de pool nutritif dans les sols fait une convergence fonctionnelle qui explique des répartitions de végétation en fonction des régimes qu'ils subissent?
Et donc, j'ai travaillé là-dessus sur la région PACA, qui est une région qui est bien parce qu'on a tout un tas d'enregistrements des régimes de feu depuis une trentaine d'années qui sont bien décrits. On a un maillage assez fin de relevés de végétation aussi, et donc on peut se permettre d'aller regarder ce qui se passe en réponse des espèces par rapport au feu. Donc là, vous avez l'indice d'aridité, là, vous avez la température. Ici, vous avez donc tous les petits carrés, c'est tous les plots que j'ai utilisés. Donc ici, vous avez donc chaque petit carré à combien d'espèces ça correspond. Vous ne pouvez pas lire de là où vous êtes si vous êtes vraiment un œil d'aigle, mais ça va entre 11 espèces et 450 espèces par petit carré. Et ici, vous avez le nombre de feux qui va de 0 feu à 20 feux sur 30 ans. Donc 20 feux sur 30 ans, c'est très récurrent. 0 feu sur 30 ans, ce n'est pas des systèmes qui n'ont jamais connu de feu, mais c'est des systèmes qui, sur 30 ans, n'ont pas grondé. Donc, on est sur une gamme qui représente à peu près ça. Donc ça, c'était mon gradient de feu. Et sur ce gradient de feu, on va regarder 6 traits connus pour l'allocation aux ressources. Donc la matière sèche des feuilles, la masse des graines, la densité du bois, la hauteur végétative, la surface des feuilles et la concentration d'azote dans les feuilles. Et je l'ai regardé à deux niveaux. J'ai regardé à la communauté et à l'espèce. Et j'ai regardé ces deux niveaux-là parce que j'avais comme hypothèse que la communauté serait le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe pour le feu, puisque le feu agit dans une communauté d'espèces. Et donc, c'est intéressant de regarder ce qui se passe, par exemple, pour un sapin quand il est entouré d'autres sapins uniquement, ou pour un sapin qui est entouré de chênes, de hêtres, etc. Et que du coup, la réponse n'allait pas du tout être la même, puisque les conditions de propagation et de sévérité du feu n'allaient pas du tout être les mêmes. Donc j'ai fait ces deux approches. Et finalement, ce que ça a montré, alors, premièrement, c'est que déjà, on a une répartition des traits fonctionnels qui était assez attendue, puisque c'est celle qu'on retrouve à peu près partout, c'est celle qui avait été publiée notamment par Dias, où on a donc la masse des graines qui est très liée à la hauteur végétative, on a surtout le taux d'azote dans les feuilles et la surface des feuilles qui est anticorrélée au LDMC et à la densité du bois, ou en l'occurrence du bois. Donc ça, c'était assez attendu. Ensuite, on a un gradient qui va donc, des herbacées aux arbres qui suit la hauteur végétative. Donc ça va. Jusque-là, on n'est pas perdu. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que j'ai représenté donc, les tailles de chacun des points et corrélé au nombre de feux. Donc, plus le point est gros, plus le nombre de feux était important. Et on voit que si on se place à l'espèce centrée, on n'a pas de pattern particulier qui se dégage. On a un peu tout qui se passe dans toutes les directions. Par contre, si on regarde à l'échelle de la communauté, on commence à voir se dégager deux gradients. Un gradient qui suit plutôt l'acide masse et la hauteur végétative, et un autre gradient qui suit plutôt le taux d'azote dans les feuilles et la matière sèche des feuilles. Et quand on va regarder un petit peu plus précisément, en fait, on se rend compte que finalement, la hauteur végétative, elle était très liée plutôt à l'aridité du milieu et aux températures, donc plutôt climatique. Par contre, la masse des feuilles, la masse sèche des feuilles, la surface des feuilles, le taux d'azote dans les feuilles, eux, étaient vraiment drivés par la fréquence des feux. Et qu'on avait finalement une convergence qui commençait à s'installer de valeurs de trait au plus on augmentait le nombre de feux. Donc, on a pu quand même montrer que finalement, la fréquence des feux, elle agissait effectivement sur les traits et qu'elle avait vraiment une action de sélection de valeurs de traits en fonction du nombre de feux. Et ça, c'était vrai pour certains traits, à la fois pour les arbres et pour les herbes, alors que pour certains autres, c'était vrai uniquement pour les arbres ou uniquement pour les herbes. Et ce à quoi on s'attendait, par contre, c'est d'avoir une réponse assez forte de la densité du bois, parce qu'on sait que c'était quelque chose qui était quand même assez présent par rapport au feu. Et pour le coup, on n'avait pas du tout de réponse. Donc, quand on a regardé un petit peu plus précisément comment étaient distribuées des espèces, quel type d'espèces c'était, etc., au final, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'espèces arborées qui étaient déjà très adaptées au feu, et qu'au final, on n'avait peut-être pas dans cette gamme-là
quelque chose qui permette d'avoir des espèces vraiment inadaptées au feu, et que c'est pour cette raison-là qu'on n'avait pas de réponse très claire sur ce trait-là. Et enfin, la dernière partie que je voulais vous montrer, c'est comment je fais le lien finalement entre ces études-là et la gestion des zones protégées, notamment dans les zones PACA, avec des questions qui sont très liées aux gestionnaires. Donc j'ai commencé à faire ça aux États-Unis, dans le Minnesota. Dans le Minnesota, on est sur une zone où, en fait, c'est un bout de grand lac. On a une zone de balancement entre la forêt coniférienne canadienne qui est au nord et les grandes plaines qui sont au sud. Et donc ici, on est sur une espèce de zone de balancement où on est entre ces deux systèmes, et c'est un système qui est assez particulier dans le monde puisque c'est une savane, donc qui n'est pas tropicale. Donc c'est une savane de chênes tempérée. Et donc c'est un système qui est assez particulier. Et donc il y a 3 espèces de chênes différents. Cette dynamique-là, elle n'était pas très bien comprise par les gestionnaires des sites à ce niveau-là. Et donc, ils avaient quand même un peu des questions sur, finalement, on sait qu'il y a eu des feux dans cette zone-là, on ne sait pas à quel point ils sont mis en place par les natifs, et du coup, ça a été juste un fonctionnement dans une naturalité d'écosystème, ou si c'est ça qui a vraiment créé la savane. Et donc, on a un enregistrement qui a été fait donc, sur ce site-là, et on a donc 10 millions d'histoires. Donc, on a reconstitué l'histoire des feux sur ces 10 millions d'histoires. C'est un travail qui est en cours avec mon postdoc Andy en ce moment, donc il n'est pas finalisé. Donc, j'ai surtout parlé de la dernière partie qui, elle, a été publiée. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une diminution de la biomasse qui a été brûlée. Par contre, on a vraiment une régularité en termes de régime de feu tout le long de l'enregistrement. Et donc, on voit que finalement, la différence qu'il y a eu sur ce site-là, c'est plutôt la masse de biomasse brûlée plutôt que le nombre de fréquences qui a changé. Et là, c'est des résultats que je ne vous ai pas montré parce que le graphique n'était pas très joli, mais ici, on a de la forêt coniférienne. Donc, quand on brûle de la masse arborée assez importante. Et puis, au fur et à mesure où on se déplace là, on a la mise en place de la savane. Et donc, on a de moins en moins de bois à brûler. Finalement, ça produit de moins en moins de charbon. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit là. C'est pas très joli. Mais en fait, quand on est en haut du graphique, alors attendez, je vais vous montrer celui-là. Voilà. Donc, quand on est en haut du graphique, on produit plutôt des charbons issus du bois. Quand on est en bas du graphique, on produit plutôt des charbons issus de l'herbacée. Et ici, on voit qu'on est à une espèce de transition des dominances un peu tout le long. Puis, ça diminue pour être franchement herbacé. Et là, ça réaugmente pour être franchement arboré. Et quand on fait un focus sur cette zone-là, qui est la zone qui va de 1600 avant notre ère jusqu'à aujourd'hui, et ben, on se rend compte que ce shift-là, en fait, il apparaît à peu près au moment où on a l'arrivée des zéros américains, et donc où finalement, on a un changement drastique du milieu. Et ce qui s'est particulièrement passé ici, c'est une destruction massive des bisons. Et donc, on a toute la pression d'herbivorie qui s'est quasiment arrêtée net sur ce site-là. Et donc, il a changé le système, qui ensuite a fait que le système s'est réengagé vers une colonisation d'espèces boisées, et qui a fait que, de nouveau, on rebrûlait plus de bois, et on rebrûlait même beaucoup plus de bois que ce qui était prévu avant. Et donc, actuellement, sur ce site, ils réintroduisent le bison. Donc, un autre exemple sur l'étang des Aules, donc c'est l'étang que je vous ai montré en zone PACA, donc sur l'étang vert ici. Cette fois-ci, je vais un peu plus m'attarder sur ce qui se passe et tout. C'est une zone qui est protégée pour le coussou de Pau. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du coussou de Pau, mais c'est une des seules steppes méditerranéennes au monde. Et en fait, elle a la particularité d'être pareil sur une zone un peu de balancement entre ici des végétations qui sont plus boisées de chênes et ici des végétations qui sont très rases et qui ont été toujours assimilées à l'herbivorie assez forte, à du pâturage, à des grosses bergeries. Et donc ce site a une gestion qui est un petit peu particulière parce qu'elle est conjointe entre le Conservatoire des espaces naturels et le département, qui ont des objectifs différents et qui ont des réglementations différentes, parfois antinomiques.
Et donc, c'est un petit peu compliqué pour eux d'arriver à faire une fusion des objectifs sur leur gestion et aussi d'avoir des acteurs finalement contents de ce qui se passe sur la gestion de leur site. Et donc, j'ai fait un travail avec je vais arriver, Elsa Kos de l'Université de Nîmes, qui elle est psychosociale de l'environnement, qui a d'abord été chercher quelle était la perception des acteurs sur ce site-là. On voit que donc on a une gestion qui est découpée très proche de l'étang des zones pour le département, alors que le conservateur d'espaces naturels a toute la zone beaucoup plus élargie, et donc il y a une vision déjà complètement différente de ce qui s'y passe. Et sur ce site particulier, on a donc une zone des parcelles cultivées, une zone de chasse tout de ce côté-là, une zone de pêche tout de ce côté-là, des bâtiments d'accueil au public, des parkings et des sentiers de balade. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on a demandé aux gens de représenter mentalement quel était le domaine de l'étang des zones, bah, finalement, c'était hyper dépendant de ce qu'ils y faisaient. Et donc, les chasseurs, eux, ils ont bien défini l'étang, ils ont bien défini leur zone de chasse, et puis ils ont quand même parlé des pêcheurs parce que bon, les pêcheurs et les chasseurs, ils s'entendent pas très très bien sur ce site-là. Les pêcheurs, eux, ils ont défini l'étang et leur quai de pêche. Terminé. Les gestionnaires, eux, ils ont bien défini l'étang, ils ont bien défini les zones de pâture, leurs bâtiments, bon, le quai de chasse avec notamment les infrastructures qui sont associées. Et ils ont notamment décrit 3 zones ici, qui sont en fait les zones qui sont en conflit de gestion avec le conservatoire des espaces naturels. Et les agriculteurs, eux, ont été les plus précis sur la description du domaine, parce qu'ils ont intégré les routes d'accès, les différents bâtiments, les différentes cultures, les oliveraies, tous les contours. Enfin, ils ont été beaucoup plus précis sur l'ensemble de tout ce qu'on pouvait trouver autour du site. Et ce qui était intéressant à l'issue de ça, c'est déjà de se dire, OK, quand on parle du domaine de l'étang des zones, suivant à qui on parle pas de la même chose. Donc déjà, la première des choses, ça a été de leur montrer une carte de où on parlait. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a distribué des questionnaires. Et on a posé des questions sur qu'est-ce que vous en pensez, comment ça se passe, est-ce que vous êtes content, quelle est votre perception du site, qu'est-ce que vous y faites, etc. Et donc, ils nous ont répondu tout un tas de trucs et on les a classés par thème. Et ici, c'est la réponse qu'on a eue pour les gestionnaires, par exemple. Et alors, évidemment, les gestionnaires, leur thème principal qui revenait tout le temps, c'était la biodiversité, puisque c'est leur objectif principal. Ensuite, c'était les activités qui sont dans cette zone protégée, puisque c'est leur deuxième objectif. Et ils ont quand même parlé du feu dans cette zone-là. Mais finalement, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il n'y a pas d'expérience de feu. On sait qu'on a un bois qui peut être sujet au feu, mais il y a des faibles enjeux. On n'a pas de politique très claire en ce moment. La région ne veut pas forcément trop mettre d'argent dessus parce que c'est pas une zone qui est critique pour le risque feu. Et donc, voilà, on veut surtout augmenter la fréquentation. Et nous, ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a reconstitué les végétations sur ce site-là. Et donc, on avait à peu près 8 millions d'histoires. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a traités en type d'habitat. Donc, à partir des taxons, colonie, on a traité des types d'habitat. Donc là, on a l'habitat de forêt blanche, l'habitat de forêt verte, l'habitat de forêt de pin, la garrigue et la prairie. Et pour chacun de ces habitats, on a associé des risques de combustibilité, donc de possibilité d'inflammabilité, qui sont issus de littérature, on ne les a pas inventés. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, on avait une très grosse période pendant laquelle on avait une forêt de chênes blancs très bien établie, chose auquel personne ne s'attendait au départ, puisque les gens pensaient que c'était vraiment un système plutôt très ouvert, très peu de boisement, et même s'il y avait des chênes dans le nord, c'était pas forcément descendu jusque-là. Donc, au final, ça a été la première des surprises. La deuxième, c'est qu'on voit qu'on a cette diminution de la chêne blanche, elle a été initiée il y a assez longtemps, finalement, il y a à peu près 4000 ans.
et qu'on voit par contre qu'on a une très forte augmentation de la chaînée verte, et que finalement cette chaînée verte qui est présente actuellement, elle est assez récente. C'est pas quelque chose qui a été établi dans le milieu il y a longtemps. Et après, les deux autres choses qu'on voit, c'est que les milieux très ouverts, donc la garrigue et la prairie, sont assez récents dans l'histoire du site. Et quand on compare ça avec les indices de combustibilité, ce qu'on peut voir, c'est que on a une combustibilité ici qui était relativement importante parce que on avait relativement de la garrigue et de la prairie qui étaient présentes. Puis elle diminue très fortement au moment où on a l'extension du chêne blanc et puis le mix chêne blanc et pinède. Et par contre, elle augmente très très fortement actuellement, puisqu'on change complètement la composition du milieu. Et que finalement, le fait que la végétation soit pas combustible et qu'ils n'ont jamais vraiment connu de feu et que c'était pas quelque chose qui était très envisagé pour eux, bah, ça va devenir une réalité assez rapidement parce qu'on a augmenté très fortement la flammabilité des végétations qui se mettent en place. Et au-delà de ça, et ça je pense que j'ai pas mis la carte, non. Et au-delà de ça, ici, on peut voir aussi que sur l'échelle géographique, sur les 20 dernières années, il y a des vrais corridors qui se créent de chaînée verte notamment, avec finalement des continuités de combustible qui se mettent en place et que ce problème-là va peut-être devenir un problème assez urgent à traiter et à essayer d'aller chercher. Et donc, le résultat de ça, c'est que maintenant, on est dans le comité des pilotages du plan de gestion pour essayer de voir avec eux comment est-ce qu'on peut essayer de gérer ce changement de flore. Et ajouté à ça, on a pu aussi montrer que finalement, la richesse du milieu, elle a donc diminué au moment où on avait les implantations forestières, et puis elle a réaugmenté à l'actuel avec l'ouverture du milieu. Donc ça, c'est assez classique. Mais par contre, ce qui était intéressant à voir, c'est qu'ici, on a des densités d'herbivores, et on voit que finalement, ça suit très très bien les densités d'herbivores, et que donc on augmente la richesse quand on augmente les densités d'herbivorie. Ici, on a de l'herbivorie qui est sauvage. Ici, on a de l'herbivorie qui est domestiquée. Et au final, l'une comme l'autre joue de la même manière sur la richesse et la diversité des végétations. Et on a donc cette ouverture de milieu qui est très corrélée avec la présence des herbivores dans les sites. Par contre, quand on a la présence d'espèces domestiquées, on a des espèces associées avec plus d'inflammabilité. Voilà. Et du coup, les projets qui sont en cours. Donc, sur tout ce que je viens de vous montrer, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est finalement comment les systèmes méditerranéens et les systèmes de manière générale arrivent à être dans un équilibre et à quel point cet équilibre il est stable ou il est sujet à des changements de stade. Et ces changements de stade, est-ce qu'ils sont dus à une gestion très forte de protection avec des actions qui sont arrêtées, ou est-ce qu'à l'inverse, il est changé par des activités qui changent le paysage, mais cette fois-ci en enlevant de la végétation. Et pour ça, j'ai donc un projet ANR qui a commencé il y a 3 ans, qui justement essaye de faire le lien entre les paléovégétations et leur régime de feu et les diversités fonctionnelles. Donc c'est un petit peu les travaux que je vous ai montrés qui sont en cours, qui passent notamment par un modèle qui s'appelle l'enclim, sur lequel on essaye d'avoir les mécanismes qui vont amener à l'inflammabilité de la végétation et sa propagation, qui expliquent les dynamiques qu'on enregistre dans le passé et qui peuvent ensuite être liées à des stratégies fonctionnelles de végétation. D'un autre côté, je suis inscrite donc, dans le PEPR Forest sur le PC Monitor, représentant juste là, dans une tâche qui cherche plutôt à faire justement du monitoring long terme et essayer de comprendre les trajectoires forestières, toujours dans le but de mieux comprendre les gouvernements, enfin, les politiques de gestion des milieux forestiers. Et donc, ça rejoint une autre initiative qui a été faite sur la paléo. Et là, du coup, je ne sais pas s'il y a beaucoup de paléo dans la salle, mais je m'adresse à eux.
allez voir Palais Open, venez nous aider. L'idée, c'est justement de mettre en commun toutes les bases de données à l'échelle européenne pour essayer justement d'adresser les questions que je vous ai montrées plus haut. Et donc, c'est organisé en plusieurs work packages. L'idée, c'est vraiment d'essayer de sortir cette donnée pour qu'elle devienne utile, utilisable et vulgarisée, et pour l'activité éducative, et pour la gestion. Et donc, il y a 66 contributeurs de 23 pays différents européens. Ça a commencé tout juste, donc vraiment, vous êtes les bienvenus si vous avez un intérêt à faire partie de cette grande famille du Cost Action. Et j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par les bases de données plus particulières, du coup, je suis inscrite dans le fonctionnement ou la gestion de plusieurs bases de données, que ce soit la base de données internationale de données paléoécologiques ou la base de données feu ou la base de données pollen. Donc, si vous avez pareil des intérêts de recherche, n'hésitez pas à m'en faire part. Avec plaisir, je vous aiderai là-dessus. Et enfin, ce qui me paraît assez logique en développement de tout ce que je vous ai montré avant, c'est justement maintenant d'essayer de mixer ces approches long terme, modélo et plus court terme. Et donc ça, c'est un projet que je souhaite déposer pour la fin du mois, où l'idée, ce serait de partir du paysage avec ses brûlages dirigés, avec ses implantations de forêt, avec son sol, d'aller complémenter ça avec les données satellitaires où on puisse avoir du temps un petit peu plus long de succession à post-feu dans les différents massifs forestiers et de coupler ça avec des données plus long terme où on a une idée du régime pour finalement regarder quelles sont les stratégies fonctionnelles des différents types forestiers en zone méditerranéenne. Et évidemment, encore tout un tas d'autres questions qui m'intéressent, les attributs fonctionnels du feu, comment ça interagit avec les autres perturbations, notamment l'herbivorie, comment est-ce qu'on peut mieux quantifier le bilan carbone issu des feux, quels sont les impacts du feu sur les nutritifs et comment est-ce que ça peut expliquer les résiliences de végétation, et bien d'autres questions encore. Merci.